souvent de confusion des pouvoirs et c'est le chemin de la tyrannie. En fait, ça correspond à une tendance naturelle des pouvoirs à s'émanciper de tout contrôle, à s'autonomiser, on dit. Et c'est notre responsabilité à nous si on les laisse faire, en fait. C'est à nous, les autres, nous qui laissons les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les limites de leur propre pouvoir. C'est nous qui, par notre négligence, par notre non-surveillance, par notre indifférence, les laissons faire. Le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Parce que le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Mais c'est à nous de fixer les limites. Et en tout cas, le rôle d'une constitution, c'est précisément de fixer ses limites. Le rôle d'une constitution, c'est de fixer des limites au pouvoir, c'est d'affaiblir les pouvoirs. On a complètement oublié cela. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai découvert ces années, la récente, en lisant. J'ai découvert que tous nos grands penseurs, mais à commencer par Aristote, et ça c'est une vieille affaire, dès que les hommes réfléchissent au pouvoir, ils s'aperçoivent qu'il faut limiter les pouvoirs, il faut la rotation des charges, il faut la reddition des comptes. Toutes ces règles-là, les hommes les ont trouvées depuis longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les trouver dans les constitutions? Moi, je crois que je sais pourquoi. C'est parce que ceux qui écrivent les constitutions partout dans le monde et à toutes les époques, sont ceux-là même dont la constitution est censée limiter leur pouvoir. Ben voilà, vous avez l'explication, c'est simple. C'est à nous de ne pas les laisser écrire. Et donc le processus constituant, ce moment où on laisse des gens écrire les règles du pouvoir, on sait bien que c'est dangereux le pouvoir. On sait, ça fait millénaires qu'on sait que le pouvoir a tendance à abuser du pouvoir. On sait que c'est dangereux. Donc, mécaniquement, en même temps qu'on met en place des institutions qui créent le droit, donc qui créent des normes contraignantes, en même temps, il faut que soient mises en place des procédures de limite. Bon, ce qui compte, c'est pas qui vote la Constitution, ce qui compte, c'est qui l'écrit. Et il ne faut pas que ce soit des parlementaires, il ne faut pas que ce soit des ministres, il ne faut pas que ce soit des juges, il ne faut pas que ce soit des gens qui sont juges et partis qui écrivent des règles pour eux-mêmes. Et les institutions européennes, elles sont une constitution de fait. Il n'appartient pas à ceux qui écrivent ces textes de dire c'est une constitution, ça n'est pas. Parce qu'ils écrivent des règles qui mettent en place un parlement, un gouvernement, des juges, des institutions productrices de normes qui vont nous être imposées, par ce fait-là, mécaniquement, elles sont une constitution. Alors une mauvaise constitution, mais une constitution. Elles sont en train d'instituer des pouvoirs. Mais comme elles sont écrites par des ministres, et ça se voit partout qu'elles sont écrites par des ministres, les ministres sont hors contrôle, les ministres ne sont plus responsables de rien. Les ministres, en fait, progressivement, à la faveur des institutions européennes, se sont affranchis de tout contrôle, comme le soulignait Raoul. Quand on regarde ces institutions, plus personne, aucun acteur n'est responsable de ces actes. Aucun acteur n'est responsable de ces actes. C'est complètement... Et les juges. On oublie tout le temps de parler des juges. Mais les juges en matière européenne, ils sont extrêmement puissants. C'est même un des moteurs, c'est un des principaux moteurs de l'émancipation de l'Europe, de nos contrôles. Et bien ces juges, ils sont désignés par les États, chaque État nomme un juge, pour 6 ans, ce qui est court. Et 6 ans renouvelables. Renouvelable, ça veut dire non renouvelable. Ça veut dire que les juges, il n'y a aucune démocratie où ça marche comme ça, là, les juges dépendent pour leur carrière des États, des exécutifs qui vont avoir à juger. Alors on nous dira, c'est vrai que quand on en nomme 27 des juges, c'est difficile de les contrôler 27, ok d'accord, mais ça n'empêche qu'une fois qu'on a nommé un juge et qu'on a choisi un eurolâtre, ça y est, il est en place et il fait le boulot de juge, c'est-à-dire qu'une fois de plus, il y a un rouage, un contre-pouvoir qui a disparu. Il faut que je fasse vite, je vous passe les procédures de révision, sachant que les procédures de révision qui sont simplifiées, entre guillemets, elles sont simplifiées parce qu'elles sont sans référendum et en fait on ne les contrôle plus. Donc en fait pour moi c'est des chèques en blanc. La procédure de révision simplifiée pour moi c'est un chèque en blanc, c'est inacceptable. Ça veut dire que les hommes vont pouvoir changer les institutions sans nous demander notre avis. Depuis 2 ans, moi j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas vu en 2005 et qui est absolument essentiel. Et c'est ça dont je voudrais vous parler ce soir. L'aspect monétaire des institutions m'avait complètement échappé. Bon, le débat habituel, c'est l'indépendance de la Banque centrale, son mandat qui est inique parce qu'il s'agit de lutter contre l'inflation exclusivement et donc de protéger les rentiers et donc d'enfumer les travailleurs. Donc ça c'est clair, c'est nuisible pour nous tous, pour la multitude, d'accord, mais il y a pire que ça.
Il y a pire que ça et personne n'en parle. Personne n'en a parlé, ça date de Maastricht. L'article 104 de Maastricht interdit aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale. Dit comme ça, c'est inextricable, c'est inintelligible, personne ne peut comprendre. Les États ne peuvent plus emprunter auprès de leur Banque centrale. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, figurez-vous que c'est comme ça que les États créent la monnaie. Quand un État avait besoin de monnaie, quand il avait besoin d'un investissement, quand il fallait construire une autoroute, des hôpitaux, une voie ferrée, quand il avait besoin d'argent, il empruntait auprès de sa banque centrale qui créait l'argent pour l'occasion, et puis quand il lui remboursait, il lui remboursait sans intérêt. Il lui remboursait sans intérêt. Et depuis, alors c'est plus vieux, ça date de 73, depuis une loi 73, la France est interdite d'emprunter auprès de sa banque centrale. C'est passé comme une lettre à la poste, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Depuis, la dette publique ne fait qu'augmenter, et le chômage avec. Et le chômage avec. Ce qui s'est passé en 92 avec Maastricht, c'est que cette interdiction pour les États de créer leur monnaie, de créer la monnaie, cette interdiction a été montée au plus haut niveau du droit, à un niveau dont on ne revient pas. Vous pouvez changer d'avis, là vous n'y changerez rien. C'est monté au niveau institutionnel, c'est monté au niveau international. Là, réfléchissez aux moyens que vous allez pouvoir utiliser de revenir sur l'article 104 de Maastricht, qui est devenu l'article 123 du traité de Lisbonne. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand un État, imaginez, je prends un exemple qui est tout à fait d'actualité, mais c'est très concret, et tous les sujets de l'actualité sont impactés par ce que je vous dis. Je prends l'exemple des logements, il manque 900 000 logements en France. Bon, c'est une bonne raison pour expliquer l'inflation folle des logements. Il en manque 900 000, disons 1 million de logements. Prenons un chiffre simple pour que vous compreniez. Prenons des logements à 100 000 euros. 1 million de logements à 100 000 euros, j'ai besoin de 100 milliards. Bon, j'ai besoin de 100 milliards. Si je peux les emprunter auprès de la Banque centrale, si je peux créer l'argent, j'emprunte 100 milliards, je rembourse en 20 ans 5 milliards tous les ans avec des impôts et les loyers de ces logements. En 20 ans, j'ai remboursé. Je détruis l'argent au fur et à mesure où je rembourse. J'ai créé l'argent quand j'emprunte, je détruis quand je rembourse, le mécanisme classique du crédit. Et ça va coûter 100 milliards. Et bien aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça, à cause de l'article 104 de Maastricht. Vous êtes obligé de l'emprunter à qui? À ceux qui ont de l'argent. Les banques privées, puis ceux qui ont de l'argent, les riches qui ont de l'argent à prêter. Là, c'est les mêmes d'ailleurs à qui on a baissé les impôts maintenant. Au lieu de leur prendre des impôts, on leur emprunte l'argent et on leur paye un intérêt. Et les 100 milliards de ces investissements, ils vont vous coûter 200 milliards sur 20 ans. C'est-à-dire que toutes les charges de l'État ont doublé avec cet article qui est passé dans le plus total silence. Personne n'en parle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors quand on parle de pouvoir d'achat et qu'on ne parle pas de l'article 104, on ne parle pas de la création monétaire abandonnée aux banques privées. Parce que la création monétaire, on va vous prétendre, on va vous dire la création monétaire, vous ne laissez pas bien, parce que l'État, quand il a la création monétaire, il abuse et il déclenche de l'inflation. Mais vous croyez que la planche à billets, vous l'avez bloquée dans un cadenas, et puis vous avez, ça y est, elle ne marche plus. Maintenant, vous avez mis votre monnaie à l'abri de l'inflation qui viendrait de la création de trop d'argent. Pas du tout, la planche à billets, vous l'avez retirée à l'État, donc vous nous l'avez retirée, enfin, on nous l'a retirée, mais on l'a donnée à qui? On l'a donnée aux banques privées, les banques privées, elles la font tourner à fond de manette, la planche à billets. La base monétaire sur la zone euro, elle augmente de 11% par an. 11% par an, alors on a 2% de croissance. 11% par an de croissance de la masse monétaire. Et la planche à billets, je peux vous dire qu'elle tourne. Ils ont bien compris ce qu'ils avaient à gagner à la planche à billets. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en prive? Pourquoi diable est-ce que nous on s'en prive? Regardez, quand les banques ont besoin d'argent, on leur lâche 400 milliards en 48 heures. Dès qu'ils ont besoin d'argent, on en trouve. Et c'est pas inflationniste, non là c'est pas inflationniste, ça pose pas de problème. Mais quand les travailleurs en ont besoin, quand les entreprises en ont besoin, quand l'économie en a besoin, quand on a besoin de services publics, on ne trouve pas d'argent. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. Et alors, il faut que je vous parle vraiment. Alors, c'est pas une lubie ce dont je vous parle. Hein. J'ai un prix Nobel derrière moi. Donc quelqu'un qui connaît le sujet. Il se trouve que c'est quelqu'un de droite. Maurice Allais. Et je pense que c'est parce que c'est quelqu'un de droite que les gens de gauche disent bon, qu'est-ce que de droite, on fait en bloc, on le rejette. Je crois que c'est une erreur. Maurice Allais a écrit, a démontré, et il vitupère les banques privées en disant c'est pas normal que les banques privées aient capté la création monétaire et déclenchent toutes ces crises qui ruinent les petits gens. C'est pas normal. La création monétaire, dit Maurice Allais, une nouvelle économie spécialiste de la monnaie, pas vraiment un débutant, pas vraiment un incompétent sur la monnaie. La création monétaire devrait être donnée intégralement